merci à la chère entreprise Vinevien de nous avoir invités à faire cette présentation. Bienvenue à tous les partenaires industriels. Donc, cette présentation va aborder la gestion de la consommation énergétique pendant la fermentation alcoolique. Donc, c'est une présentation qui s'inscrit dans une des quatre thématiques prioritaires de la chaire, la réduction de l'impact environnemental. Mais on va voir que donc ce sujet qu'on va aborder va nous faire déborder aussi sur une autre des thématiques prioritaires de la chaire, qui est l'amélioration de la qualité des vins. Voilà. On va voir que les leviers qui sont à notre disposition pour gérer cette consommation énergétique, un impact, vont impacter la production des arômes fermentaires. Donc, je vais commencer cette présentation par un petit rappel sur la fermentation alcoolique. Bon, je vous apprends rien. Fermentation alcoolique en conditions œnologiques, je vous apprends rien si je vous dis donc que c'est une étape clé du processus de vinification. Donc, durant cette étape, la majorité du sucre est converti en éthanol et en CO2. Il y a d'autres produits en fermentation, donc notamment la biomasse, le glycérol, des acides organiques qui sont produits en moins grande quantité. Et produits à très faible concentration, on a des arômes fermentaires qui vont avoir une forte contribution dans la qualité du produit final. Bon. Et à côté de ça, c'est un processus où il y a un aspect énergétique, puisque donc c'est une réaction qui est exothermique. Donc à l'échelle industrielle, ça va nécessiter un apport de frigorie. Donc c'est un processus qui est énergivore. Et cette exothermie, elle est proportionnelle à la vitesse de fermentation. Donc, on va s'intéresser à cette cinétique fermentaire et donc pouvoir un petit peu donc voilà une courbe type de donc vous avez en rouge la cinétique fermentaire. Donc, très tôt dans la fermentation, on a un pic de vitesse. Voilà. Et ensuite, donc, on a une vitesse qui va diminuer petit à petit lorsqu'on va être à un nombre de cellules constant, hein. On a un épuisement de l'azote qui est assez tôt dans la fermentation, hein, qui correspond, qui est autant que le Vmax. Et ensuite, on a une vitesse de fermentation qui va diminuer, notamment par l'effet inhibiteur de l'éthanol. Donc, on voit que en tout début de fermentation, on va avoir un aspect énergétique important puisqu'on va avoir un pic de vitesse de production de CO2. Donc, ASPO, oui. Et donc, ASPO, donc depuis très longtemps, on s'intéresse donc au suivi de la fermentation par le suivi de la cinétique fermentaire. On a développé depuis longtemps des outils innovants de suivi en ligne. Donc, alors, ASPO, on est à petite échelle, à l'échelle 1 litre, et on va suivre le dégagement de CO2 par la perte de poids. Donc, qui va nous donner une information CO2, et en dérivant cette information, on va accéder à la cinétique fermentaire. À pêche rouge, donc, on va être à l'échelle pilote, en 10 litres et jusqu'à 1 hecto, et là, on va mesurer le CO2 grâce à des débitmètres massiques qui vont nous donner directement une information de débit, donc de vitesse, qu'on va pouvoir intégrer pour obtenir une idée de l'avancement de fermentation. Alors, l'originalité de ces outils, c'est que très tôt, on a intégré à ces outils des fonctionnalités avancées en termes de gestion de la température. On peut faire une gestion de la température isotherme, mais également, on va pouvoir mimer ce qui se passe à l'échelle industrielle en programmant des profils anisothermes. On va pouvoir également faire des ajouts programmés d'intrants, d'azote en particulier, en début de fermentation ou au cours de la fermentation. Et plus récemment, donc des besoins, les besoins de multiplier donc le nombre de fermentations à suivre. Donc ces besoins ont émergé avec notamment par exemple
la sélection de levure. Donc, on a développé des outils qui vont permettre, des outils haut débit, qui vont permettre de faire du phénotypage. Donc, à SPOI, depuis une dizaine d'années, on a un robot de fermentation, Phénoferme, sur lequel on va pouvoir suivre des fermentations en phase liquide à l'échelle 250 millilitres et à une plus petite échelle encore à 20 millilitres, parce qu'on a vraiment beaucoup de conditions à comparer. Et beaucoup plus récemment, on a développé un robot qui est sur pêche rouge, à la suite d'un projet qui a été piloté par l'IFV en partenariat avec ISP Aquitaine, une entreprise bordelaise. Donc, nous avons développé un robot qui permet de faire des micro-vinifications en conditions de rouge à l'échelle du kilo de raisin. Donc, de la même façon, sur ce robot, on va suivre la fermentation sur le même principe par le dégagement de poids en faisant des mesures de poids à une fréquence assez élevée. Mais également, du coup, on a pu, sur le robot Vinimag, intégrer un capteur couleur qui va nous permettre de nous donner une idée de l'extraction de la couleur au cours de la fermentation. Donc, ces outils, grâce à ces outils et à la fréquence élevée de suivi, on peut accéder à la vitesse de fermentation et on va pouvoir, notamment grâce au grand nombre d'essais, pouvoir par exemple phénotyper des souches de levure. Donc vous avez sur la gauche, on va superposer un grand nombre de courbes pour voir un petit peu comment se comportent des levures. Donc là, on est clairement sur un intérêt microbiologique. Et ensuite, bon, on peut aussi faire varier les conditions fermentaires, notamment la température. Et là, on va pouvoir analyser les paramètres cinétiques comme le Vmax, la durée de fermentation. Et on pourra ainsi voir, par exemple, quelle est la demande en frigorie. Et là, on est sur un intérêt plutôt technologique. Donc, toutes ces données nous ont permis, donc depuis 2004, le premier modèle, on a développé un premier modèle en 2004, un modèle donc qui simulait la réaction principale, la fermentation alcoolique. Donc, grâce à toutes ces données, on a pu développer ce modèle-là qui a en élément d'entrée ben, la concentration initiale en sucre et le niveau d'azote dans le milieu. Et puis, on va pouvoir indiquer un régime de température isotherme ou selon un profil. Et on pourra également indiquer s'il y a un ajout d'azote qui est prévu. Donc, ce premier modèle permet de prédire la cinétique fermentaire à partir de ces éléments. Donc, quelques années après, un modèle thermique a été combiné à ce premier modèle, ce qui fait que on a pu superposer à cette cinétique fermentaire la demande énergétique. Donc de. Alors, les limites de ce modèle sont que donc ce modèle ne peut pas travailler dans des conditions où on a l'azote qui ne va pas être limitant. Et classiquement limitant, c'est l'azote, comme par exemple dans le contexte de l'eau très clarifiée, où on va avoir des limitations qui sont dues aux lipides et pas à l'azote. Donc ce modèle ne peut pas gérer ce genre de contexte. Et donc, ces contextes qui vont donner des fermentations languissantes ou des arrêts de fermentation, ce modèle ne peut pas gérer ces situations-là. Voilà. Euh, donc, quel est l'impact du coup des principaux paramètres sur la cinétique fermentaire? Alors, le paramètre température, ce qui est observé, c'est que l'augmentation de température, elle va réduire la durée de fermentation et de la phase de latence, et elle va augmenter la demande instantanée en frigorie. Donc, vous avez un graphe en haut, on a comparé trois températures, 18, 24 et 30. Et donc, ce qu'on voit, c'est que sur la courbe, sur la courbe noire, donc à 30 degrés, on va avoir une demande instantanée en frigorie élevée, qui est due au pic
au pic de vitesse de fermentation à cette température-là. Et ce qu'il faut aussi dire, c'est que cette augmentation de température, elle conduit quand même à une baisse de la demande générale en, en frigorie. Voilà, par rapport à une fermentation qui serait menée à 18 degrés, comme sur le profil bleu. On va avoir un pic, mais voilà, une baisse de demande générale en frigorie. Du coup, l'autre paramètre qui va jouer donc, sur cette demande énergétique, ce sont les ajouts d'azote. Et ce qu'on voit, c'est que du coup, un ajout d'azote en début de fermentation va réduire la durée de fermentation. Par contre, on va avoir une demande instantanée en frigorie, une augmentation de la demande instantanée en frigorie. C'est ce qu'on voit sur la courbe bleue. Du coup, le modèle nous permet de pouvoir proposer, de comparer des stratégies. Là, on va comparer deux stratégies, deux régimes de température, un régime isotherme à 16 degrés et un régime de température avec anisotherme dans lequel, au bout de 6 jours de fermentation, on va augmenter la température de 16 à 22 degrés. Voilà. Et donc, vous avez en rouge et en vert les cinétiques fermentaires des deux conditions, et en bleu et en violet la demande énergétique pour ces deux conditions. Et ce qu'on remarque, c'est que appliquer un profil de température va faire baisser, vous voyez, de 36% la demande énergétique. Voilà, entre la courbe bleue et la courbe violet. Et on va avoir une baisse de la durée de fermentation de 27%. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'à partir de 6 jours, on va laisser partir la température. Donc, on voit qu'on a une demande de frigorie qui est stable. La courbe violette, donc on n'a plus de demande de frigorie. Donc, on va laisser partir la température et quand on arrive à 22, on va recommencer à réguler cette température. Et là, on va de nouveau avoir l'inhibition par l'éthanol donc, et la cinétique qui va baisser. Donc voilà, alors que sur un profil isotherme, ce qu'on voit, c'est qu'on a une demande énergétique qui va augmenter constamment tout au long de la fermentation, donc pour arriver à un niveau qui est nettement supérieur à celui qu'on obtient pour le profil anisotherme. Voilà. Donc, au niveau des ajouts d'azote, là, on a comparé un ajout d'azote en début de fermentation et en cours de fermentation. Et on voit que l'ajout d'azote, vous avez la courbe témoin en rouge, et l'ajout d'azote en début de fermentation, ben, on va avoir euh, un pic dans la cinétique fermentaire, et on a une augmentation de 41% de la vitesse. Et du coup, ben, ça va demander une demande instantanée en énergie énorme. Alors effectivement, on voit qu'on réduit la durée de fermentation de 38%, hein. Mais si on compare avec la stratégie d'un ajout à 6 jours en cours de fermentation, eh bien, on voit qu'on monte beaucoup moins en termes de vitesse de fermentation, donc une demande moindre, et on a une durée de fermentation qui est similaire, qui est quasi similaire à celle obtenue pour un ajout en début de fermentation. Donc, alors là, on a parlé gestion d'énergie par rapport à la cinétique fermentaire, mais effectivement, tous ces leviers sur lesquels on peut agir, eh ben, ils vont aussi avoir un impact sur la production et la gestion des arômes en fermentation. Et donc, depuis une dizaine d'années, on a développé SPO des outils qui vont nous permettre de suivre en temps réel les arômes fermentaires et de pouvoir justement évaluer l'impact de ces stratégies de conduite sur la production d'arômes en fermentation. Donc, un premier outil a été développé à Pêche Rouge il y a une dizaine d'années à l'échelle Anecto, et puis plus récemment à l'échelle pilote en 2 litres. Vous avez une photo de Folam, donc l'outil que nous avons développé
avec un compact GC, donc un chromatogaz assez compact, mais qui permet quand même d'embarquer une colonne de 30 mètres, semblable à un GC de paillasse normale, avec un four programmable pour faire la séparation correcte des composés. Et on va venir échantillonner avec une fréquence assez élevée toutes les heures le CO2 qui est dans l'espace de tête du fermenteur. Et donc, tout ce travail a été, il y a un travail préparatoire qui a été fait sur le comportement des gaz, des arômes en fermentation. Donc, c'est la partie, c'est ce que vous avez, partition gaz liquide. Euh, donc, ces arômes en fermentation, ils vont se distribuer entre la phase gaz et la phase liquide. Et cette distribution, elle va dépendre de la matrice, donc de l'éthanol, comme vous voyez sur le schéma, et de la température. Donc, on voit très vite que la façon dont on va gérer la fermentation, eh ben, on va pouvoir déplacer ces arômes plutôt dans la phase gaz ou les laisser dans la phase liquide. Et donc, on a développé un modèle grâce aux données de comportement de ces gaz en fermentation entre la répartition gaz et liquide. On a pu développer un modèle qui nous permet, à partir de l'analyse des arômes dans le CO2, de pouvoir déduire leur concentration dans le liquide. Et donc le système, quand on évalue les pertes, ben, le système permet de voir quel est l'impact de la température, par exemple, sur les pertes. Donc ça a un intérêt pour le contrôle de la température. Et l'estimation donc de la concentration de liquide, ben, évidemment, là on a un intérêt organoleptique puisque c'est vraiment ce qu'on aura en fin de fermentation. Et la combinaison donc des deux nous permet de déterminer la production totale par la levure de ces arômes. Donc on va pouvoir mettre en face des stratégies, hein, puisque sur cet outil-là, on peut aussi appliquer des stratégies isothermes et anisothermes. On va pouvoir mettre en face de l'outil différents modes de conduite et voir comment on va impacter la répartition des arômes et en fin de fermentation, voir combien on perd d'arômes et la concentration dans le liquide. Et donc, oui, donc les régimes de température, donc on va avoir un compromis à trouver entre la cinétique, donc tout ce qu'on a parlé au départ, le besoin d'une demande en frigorie due à la cinétique fermentaire et au besoin de mener correctement la fermentation, et la production d'arômes. Donc tout l'enjeu est de travailler sur ce compromis-là. Et là, je vais laisser la parole à Jean Roch. Donc, comme le vient de le détailler Marc, donc, grâce à l'outil de suivi en ligne des arômes, on a pu construire, donc, on a pu compléter le modèle thermique et de cinétique principale et on obtient en fait les données que vous avez ici sur votre droite avec la cinétique fermentaire et la production de 5 arômes fermentaires pour le moment, parmi lesquels des alcools supérieurs et 3 esters qui sont impliqués dans le fruité des vins. Donc les données qui sont obtenues sont relativement intéressantes, hein. On a quand même une erreur inférieure à 10% pour centaine pour chacun des arômes. Par contre, la limitation, c'est que le modèle actuel, il valide uniquement pour une souche de levure, la souche l'Alvin C11-18, et uniquement en milieu synthétique et pas en mot réel pour le moment. Donc, grâce à ce modèle, comme l'a dit Marc, on est capable d'évaluer sur la totalité de la fermentation les pertes. On voit qu'elles sont très variables en fonction des composés. Sans surprise, elles augmentent avec la température, ce qui est assez logique. Mais par contre, elles sont négligeables sur les alcools supérieurs. C'est en maximum 1%, même à 30 degrés. Par contre, elles sont nettement plus importantes sur les esters. Ça va de 15% jusqu'à 50% pour certains esters quand on est à 30 degrés. Donc évidemment, il y a peu de gens qui fermentent à 30 degrés en blanc, mais malgré tout, c'est pour vous montrer que dans certains cas, la levure va produire des quantités importantes d'arômes et d'un point de vue physique, on va quand même en perdre la moitié dans la phase gazeuse en fait. Donc si on regarde ensuite, je vous ai représenté sur ce graphe-là, sur votre gauche, ce qu'on a classiquement, c'est-à-dire le suivi de la production d'arômes au cours de la fermentation dans la phase liquide, et on voit qu'à 30 degrés, j'en fais nettement moins qu'à 24 et qu'à 18 degrés. J'ai 3 fois moins en particulier entre 30 et 18.
Et sur la droite, ici, sur ce graphe-là, c'est exactement la même chose. Au lieu que ce soit la concentration liquide, c'est la production totale, c'est-à-dire la somme des pertes et, de la concentration qui est dans le liquide. Et là, on voit que les courbes 18 et 24 sont superposées, ce qui veut dire que la différence que j'ai là n'est due qu'à l'évaporation. Et par contre, on voit qu'à 30 degrés, on a quand même une production par levure qui est plus faible. Donc en fait, à 30 degrés, on a un double, quelque part, on a un double effet qui se coule, excusez-moi pour l'expression un peu familière, mais quelque part, on produit moins d'arômes et en plus, on le perd plus par évaporation. Ce qui fait qu'au final, ma concentration dans le gaz va être 3 fois plus faible que celle que je vais, enfin, dans le liquide, pardon, va être 3 fois plus faible qu'à 18 degrés. Donc il y a vraiment une importance à avoir à bien gérer la température pour éviter de perdre trop d'arômes par évaporation. Et ensuite, donc là, toujours sur la base du modèle, on a étudié les effets combinés de l'azote et de la température. On a étudié 3 niveaux d'azote, haut, faible et moyen, et 3 températures, 18, 24 et 30. Et on voit que malgré tout, sur l'ACP, le paramètre qui a le plus d'impact, ça reste l'azote, en fait, puisqu'on voit que plus j'ai d'azote, plus mes fermentations à la fin sont sur la droite, c'est-à-dire elles sont riches en ester, en fait. Donc plus je vais avoir d'azote au départ et plus je vais produire d'ester. Malgré tout, la température a un effet, puisque du coup, à une teneur donnée en azote, mes 3 points de température ne sont pas superposés. Donc j'ai vraiment quand même un effet dû à l'évaporation, comme on vient de le dire. Et il y a quand même 2 points qui sont hyper intéressants, c'est ceux qui sont ici cerclés en rouge, c'est-à-dire une fermentation qui est faite avec beaucoup d'azote, mais à 30 degrés, une fermentation faite avec une teneur moyenne en azote, mais à 18 degrés. J'obtiens 2 points qui sont proches, c'est-à-dire qui ont une signature aromatique quasiment identique. Simplement, ben, je suis arrivé au même endroit, mais avec un temps de fermentation beaucoup plus court, puisque j'étais à 30 degrés, et avec une consommation énergétique également beaucoup moins importante à 30 degrés par rapport à 18. Le seul compromis, c'est d'ajouter plus d'azote pour arriver à cette même cible. Donc il y a vraiment une gestion coordonnée et intelligente à avoir entre l'azote initial et la température pour arriver à la cible aromatique qu'on s'est fixée. De la même façon, quand on a étudié les ajouts d'azote en cours de fermentation, donc on a un ajout d'azote au début de la fermentation. Donc on produit, c'était un travail qu'on a fait avec la société L'Allemand. Donc on avait ajouté soit de l'ammonium, soit une fermentation, une formulation d'azote organique et on avait une production plus importante. Mais le résultat le plus surprenant, c'est ici, on voit que quand j'ajoute mon azote en cours de fermentation, je multiplie par presque un facteur 2 la quantité d'arômes que je vais produire en fin de fermentation. Donc l'ajout est très efficace et il me permet effectivement de gagner de manière significative en production d'arômes en consommant la même quantité d'azote, mais en l'ajoutant au bon moment, entre guillemets. Et on voit qu'également, là aussi, on passe de 4 à 5 quand on ajoute de l'azote euh, enfin, organique par rapport à un ajout d'azote purement minéral. Donc en fait, il y a un vrai compromis à trouver entre la synthèse d'arômes et la gestion de l'énergie, comme le disait Marc tout à l'heure, hein. Si on se concentre sur l'effet de la température, là, le compromis n'est pas forcément évident à faire, puisque quand je vais être à forte température, je vais avoir un temps de fermentation plus court, une consommation énergétique réduite. Et à faible température, par contre, je vais minimiser les pertes des arômes par évaporation. Donc en fait, la bonne température ou le bon profil de température à trouver, il va dépendre du style de vin recherché, de la cible aromatique qu'on s'est fixé au départ, et également de l'équipement de la cave en groupe froid et la capacité que vous avez à refroidir un nombre important et significatif de fermenteurs en même temps pendant les vendanges. Et à l'inverse, quand on regarde cette fois-ci les effets de l'ajout d'azote en cours de fermentation, donc non pas au début, mais en cours de fermentation, en début de phase stationnaire, bah, si finalement c'est un double bénéfice, ça évite le pic initial, comme l'a très bien montré Marc tout à l'heure dans son exemple de stratégie. Donc on consomme d'un point de vue instantané moins d'énergie, donc on évite ce grand pic initial. Et en plus, c'est plus efficace qu'un apport d'azote initial pour la production d'ester. Donc là, j'allais dire que vraiment, c'est gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on gagne en énergie
en consommation instantanée et on produit également des vins qui ont un profil plus fruité, en fait, d'une certaine façon. Et donc, finalement, le mot-clé, en fait, si vous deviez retenir quelque chose, finalement, le mot-clé, c'est le compromis, en fait, entre la consommation énergétique et la production d'arômes. On peut pas gagner à tous les coups. Il y a une vraie gestion coordonnée à avoir. Et surtout, à mon avis, une solution qui est à explorer, c'est la gestion non isotherme de la température. On n'avait pas le temps de vous le montrer aujourd'hui, mais la perte n'est pas continue tout au long du procédé. Et en gérant au mieux la température, il y a probablement des stratégies intéressantes à avoir. Également, donc, dans le cadre d'un projet ANR Starwine qui s'est terminé en décembre de l'année dernière, on a développé sur la base de ce modèle une mathématique qu'on vous a présentée aujourd'hui avec Marc, des stratégies de contrôle innovantes en temps réel de la fermentation alcoolique, c'est-à-dire qu'on avait défini une teneur initiale en arôme, hein, dans un arôme, on a fait la preuve de concept sur la stat d'ISO 1000, et sur la base de ce modèle mathématique, on est tombé à 10% près à la cible qu'on s'était définie, en ayant le droit de gérer la température en montant ou en descendant, et également en ayant le droit d'ajouter une fois de l'azote en cours de fermentation. Donc ça, c'est une approche, une belle preuve de concept, une approche coordonnée, comme quoi les bioprocédés et les mathématiques peuvent efficacement travailler ensemble. Et c'est la première fois qu'on arrive à travailler en ingénierie reverse, c'est-à-dire qu'on définit la cible qu'on souhaite obtenir et on essaye de l'obtenir en gérant au mieux la fermentation. Et donc à moyen terme, l'idée, c'est vraiment de continuer ce travail d'optimisation de gestion de la fermentation pour prendre en compte la variabilité de la matière première, pour essayer d'obtenir toujours la même cible aromatique, quelle que soit la composition initiale de la matière première, pour soit minimiser l'effet millésime, faciliter l'assemblage peut-être, et aussi pouvoir réduire l'empreinte énergétique des procédés. Donc, Marc et moi vous remercions tous pour votre attention, en vous rappelant que le vin d'ici vaut mieux que l'au-delà, et surtout que l'interdisciplinarité, c'est vraiment quelque chose qui est super important à prendre en compte quand on cherche à innover. Voilà, je vous remercie tous pour votre attention, et si Merci. vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre avec Marc.